à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles échappées belles. Nous allons nous offrir un très beau voyage dans les Flandres, entre Belgique et France. Regardez comme elles sont belles, ces plages de la mer du Nord. Nous avons rendez-vous ici à Coxyde pour apprendre une technique de pêche très particulière, mais je vous en dis plus dans un instant. Je vous emmènerai aussi découvrir Furnes ou encore Cassel, les plages de Dunkerque ou Esquelbecq. Et nous allons tordre le cou aux idées reçues. Non, les Flandres, ce n'est pas seulement le plat pays. Bienvenue à tous. De la Flandre belge à la Flandre française, un point commun. Et il y a un sacré comité d'accueil chez toi. Salut les marmottes. Le sens de l'accueil. Ouais. Oh bah ça me fait autant plaisir qu'un bouquet de fleurs. Des personnalités très affirmées. C'est évident qu'on se balade pas comme ça tous les jours. Hein. Et beaucoup de convivialité. C'est qui fait les meilleurs gaufres de Saint-Omer alors? C'est mamie. Eh oui, c'est mamie. Sophie va découvrir que vu d'en haut, les Flandres, c'est encore plus beau. Le grive. Ah, Depuis tout petit, j'ai toujours été ancré ici et que c'est un endroit que j'adore. Neil, salut. Ah, bonjour. Ça va? Oui, merci. Oh. Qu'est-ce que c'était beau de te voir arriver là avec ton cheval Merci. sur ces magnifiques plages du Nord. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver, Neil, parce que je sais qu'avec toi, je vais découvrir une pêche, une technique de pêche très particulière. On va faire de la pèche à la crevette à cheval. Cette plage est le seul endroit où l'on pratique encore cette pêche. Comment s'appelle ton compagnon là? Axel. Axel. Quel âge a-t-il exactement? Il a 12 ans. Je peux grimper avec toi là pour l'instant, ça va? Check, 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 check. Dat is de bovenkant. Alors voilà le filet. Aan de onderkant Tu vois, sur le côté, il y a des zit chaînes. er een ketting aan. Dus de Car les garnalen crevettes die vivent vlak sur le sable. onder het zand in de zee. Et les chaînes, en frottant sur le sable, créent des vibrations. En zo springen de garnalen eigenlijk Et du coup, les crevettes sautent dans le filet. om erin te komen. Vous êtes encore nombreux à pratiquer cette pêche ici? We zijn met Nous 15. sommes 15. Il ne reste 15 que paarden 15 pêcheurs. gescheerd doen. Ja, Et il y a beaucoup de filles? une. Moi. Toi, d'accord, ok. Check, check. Tout va bien, Neil? Ja, Ouais. absoluut. J'ai vu que tu avais des petits voleurs là, des voleurs de crevettes hein, Ja, avec les ja. bras. Pas op, pas touche pas. Pas touché, d'accord, sinon je vais me faire attraper par les crabes. Parce que j'ai toujours ça avec moi. Ah, Ça, ok. c'est- Un Peterman, Ok. ça c'est dangereux ça. Ah, ah. Avec du poison Oula, ici. ok, donc pas Alors, touche. ça, bon, pas Tu les touche, relâches. quoi. Ouais. Alors, Mais t'en perds la moitié deze, là? Celles-ci Deze sont zijn trop te klein. petites. Je ne garde Deze pas celles qui sont misreiken trop we niet, petites. deze Ah, moeten nog ok. groeien. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, Neil? Qu'est-ce que tu aimes le plus? De kant. La tranquillité,
la mer. C'est fantastique d'être ici. Tu sais, le plus vieux pêcheur ici a 72 ans. Et moi, j'espère qu'à 70 ans, je serai encore sur mon cheval. Ah oui, c'est ça. Tiens, une petite sole. Les petites solettes. Oui. Mais elle est trop petite. Hop. Ah non, non, bah faut pas. Bah non, bah faut le laisser. Hop, on s'est fait voler notre solette. Donc là, elles sont fraîches, très fraîches même. Et après, tu vas les faire cuire? Oui, il faut les cuire le plus vite possible, afin qu'elles gardent toute leur saveur. Ah, celle-ci, je la reconnais là, c'est moi qui l'ai attrapée. Ah bon, on a bien mérité cette croquette de crevettes là, hein. On a bien travaillé. Parfait. Bon, attention, sujet très sérieux avant de se quitter. Hein. Il y a une grande compétition entre la frite belge et la frite française. À ton avis, c'est laquelle la meilleure? À la belge. Ah oui, évidemment. Évidemment. En tout cas, la meilleure croquette, c'est celle que tu fais, Neil, avec Chris. J'ai vraiment été très heureuse de te rencontrer. Un petit encas avant de reprendre la route et je repasserai le voir. Je crois. Merci. Merci à toi. À quoi reconnaît-on les Flandres? À ces petits riens d'architecture qui rappellent la Belgique voisine sans doute? À ces moulins qui veillent sur la plaine et annoncent au-delà de l'horizon des pays plus bas encore? À ces murailles fortifiées qu'une histoire agitée a déroulé autour du Grand Beffroi, comme ici, à Bergues, ville historique du comté de Flandre. Alors messieurs, dames, bonjour. Bonjour et bienvenue à Bergues. Bienvenue chez les Ch'tis. Et oui, alors qu'on s'attendait à les croiser plutôt du côté de Lille, c'est bien à l'image de Bergues que les Ch'tis sont désormais associés depuis le phénomène « Bienvenue chez les Ch'tis ». Qu'importe la logique, ici on a su en tirer le parti. C'est vrai, on reconnaît aussi le flamand à son côté pragmatique et à son aptitude au commerce. On est en pays de Flandre, on est devenu ch'ti un peu grâce à Danny Boone et l'effet du film. Alors on va un peu sur les deux tableaux, on vend de la Flandre et on vend du ch'ti. Cette ambiguïté géographique n'est pas pour apaiser la frustration qu'éprouvent la plupart des Flamands quand le reste de l'Hexagone semble ignorer leur singularité. C'est toujours pareil. Dès qu'on dit qu'on est flamand, les gens nous prennent pour des Belges. De toute façon, dans ce pays, les gens ne savent pas qu'il y a des Flamands en France. Salut, à la prochaine! Fiers de leur langue, les Flamands de France la pratiquent pourtant de moins en moins. Au point que ces dernières années, des associations sont à l'œuvre jusqu'auprès des plus jeunes. Au Moyen-Âge, la Flandre était très riche d'industrie, de commerce, en particulier le commerce de la laine, du textile. Donc elle intéressait beaucoup de monde. En plus, c'est plat, donc c'était facile pour envahir. Peu à peu dépossédés de leur indépendance, les descendants des comtes de Flandre vivront même pendant près de 2 siècles sous la domination des Espagnols. Ici, un champ est souvent un ancien champ de bataille. Mais à Noordpeene, un affrontement sanglant va faire date. En 1677, les armées du roi Louis XIV affrontent une coalition d'Espagnols et de Hollandais. Louis XIV a décidé de repousser la frontière nord de la France, de l'éloigner de Paris. Le roi trouvait que la frontière était trop proche et que Paris était vulnérable. Les Espagnols, on comprend pourquoi ils sont là. Ils veulent défendre cette possession lointaine. Notre roi, à l'époque, c'est le roi d'Espagne. Les Hollandais, ils viennent parce qu'ils ne sont pas loin. Et qu'en fait, vu de Hollande, ça commence à être un peu stressant. Louis XIV qui grappille, qui mange des territoires dans leur direction. Donc du coup, les Hollandais décident d'intervenir pour stopper la progression française vers la Hollande. Après 2 jours de bataille, Louis XIV est vainqueur et cette partie des Flandres devient définitivement française. Les batailles peuplent encore pour longtemps l'imaginaire collectif des Flamands. Et de nos jours, ces pans d'histoire accumulés au fil du temps ressurgissent là où l'on s'y attend le moins, comme ici, dans ce gymnase de la banlieue lilloise. Je suis en train de commencer à préparer l'équipement pour débuter l'entraînement. Donc c'est beaucoup de petites pièces à ajuster, à assembler, à lasser, donc ça prend vraiment beaucoup de temps.
Le sport favori de Sylvain, c'est le béour. Des joutes en armure que n'auraient pas renié ses ancêtres flamands. Nous, on préfère l'appeler le full contact médiéval, qui est pour les gens comprennent mieux l'activité qu'avec le mot béour. À moins d'être aidé, impossible d'enfiler ce survêtement d'acier de 30 kg. Mais Sylvain est taillé pour la discipline, avec ses 2,10 m et son 48 fillettes. Véritable géant des Flandres, Sylvain anime l'association des Hommes du Nord. Une dizaine de preux athlètes qui excellent dans l'art de porter des coups au point d'avoir accumulé plusieurs titres de champion de France. La scène-là, je l'appelle tendresse, parce que j'aime taper avec tendresse et délicatesse. Donc elle fait 1,55 m et 3,5 kg. Toutes ces armes sont bien sûr émoussées, et ce sport collectif comporte plusieurs disciplines. Le but, c'est de coucher l'équipe adverse de toutes les façons possibles. Donc on peut sauter à 3 sur un adversaire, 2 qui tiennent et 1 qui tape dessus. On le met au sol et on passe au suivant. Les Flamands ont accumulé bien des coups et des blessures tout au long de l'histoire. Mais Sylvain et ses hommes du Nord sont bien décidés à rendre à la Flandre ses titres de noblesse, avec bientôt peut-être un blason de champion du monde. Salut. Vous aussi, je fais des vocalises, hein, je t'entendais. Oui, hein. Ça va, Joris? Bonjour, Sophie. On s'embrasse. Oh, je voudrais pas abîmer tes belles moustaches. Magnifique. Ah, oui. Magnifique. Hein. Je faisais des vocalises comme toi, parce que là, quand on rencontre un crieur, le crieur de Furnes, il faut être au niveau quand même. Hein. Je vois que tu t'équipes, tu te prépares. De képi. Ouais. De képi et mijn kostuum. D'accord. Mijn kostuum. Ta petite veste. C'est le costume du garde champêtre. Et il est fait à Bruxelles par le même tailleur que celui du roi. T'es très élégant, hein, je trouve, comme ça. Hein. Vraiment, ça te va très bien. Bon, on va aller au marché. Et je vais te faire la démonstration du crieur de Furnes. Ça j'imagine, c'est pour annoncer ton arrivée. Quand je suis là, je fais comme ça. Aandacht, aandacht. Attention, attention. Attention. On y va? On y va. Alors, maar zie waar, hè? Kampioenschappen. Cet été, je suis allé en Angleterre, car il y avait les championnats d'Europe de crieurs. Et je suis champion d'Europe. Oh. Donc, pour la première fois, j'ai crié en anglais. Félicitations. Ouais. Oh jee, oh jee. The old Belgians are the bravest. Caesar wrote 2000 years ago. We have a commonwealth and the same Celtic roots. Mettez-vous à côté de lui, comme ça. Allez. Allez, kom maar, hier. Hey. Magnifique. Merci. Madame, merci. Alors tu vois, je crie du haut du balcon de l'office de tourisme. Très bien. Ok. Goed. Allez. Voilà ta scène. Allez, kom. Voilà. Ah, c'est impressionnant quand même. Van Veurne en omstreken. Sint Maartensavond is terug traditioneel de Babbelutenworp. Verder is op deze prachtige markt vanaf 13 december
Ah oui, en effet, t'as du coffre, hein. Voilà. Mais on t'entend jusqu'au bout de la ville, j'imagine, hein. Ah oui, oui. Je suis très impressionnée, en fait. Oui. Vraiment, parce que alors là, ça y est, hein, quand tu annonces, fais ton annonce, toute la ville s'arrête. Les gens se sont vraiment arrêtés dans la rue pour t'écouter. Oui. Ouais, vraiment, c'est top. Je pense qu'à l'autre côté de la marché, ils ont... Tout le monde s'est arrêté aussi. La vie s'arrête quand le crieur parle. Ouais. Et quand tu n'es pas crieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je suis installateur de cuisine. Anne-Marie, hang naar de buiten al bij de soldaten. Hop, Anne-Marie. C'est une chanson populaire que jouent les cloches du carillon. Alors comme nous sommes sur la place du marché, nous allons pouvoir goûter un excellent potjesvlees. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du veau, du lapin et du poulet. Ah, on retrouve ça aussi dans les Flandres françaises. On l'appelle le potschlevech, c'est ça? Potjevlees. D'accord, c'est ça, c'est le même. Je me perdais de goûter, hein. C'est très bon. Avec un petit goût un peu citronné. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez alors de notre crieur? Ah, écoutez, c'est un monsieur qui a une très grande bouche et qui sait s'en servir. Mais vous savez, il ramène beaucoup de joie et c'est très bien pour le marché. Ouais, merci, hein. Merci beaucoup. Voilà. Kleine deur. Allô, il y a quelqu'un? Non. Encore. Encore? Nog enkele trapjes. Ici, c'est la plus grosse cloche. Et si elle se met à sonner... Ah, voilà ce qu'on appelle une jolie vue. Fantastisch. Voici l'hôtel de ville, le beffroi et l'église de Saint-Walburg. Tu vois, ce qui est très typique à Furnes, ce sont les toits en escalier. Alors tu sais, je t'ai vu te préparer, je t'ai vu rentrer dans ton personnage, je t'ai vu crier là, ici, dans les rues de ta ville. Et je trouve que t'es, bah voilà, je peux te le dire, je trouve que t'es très beau. Et tu mérites ton titre d'ambassadeur. Dank u wel. Furnes, au revoir! Hey! Au cœur de Bruges, le beffroi, un emblème de l'architecture flamande. Les 47 cloches du carillon résonnent à travers cette ville, la plus touristique des Flandres. Seul, le carillonneur a le privilège de les faire retentir tout en haut de cet édifice construit à partir du XIIIe siècle. C'était bâti comme pièce unique dans une ville. Ça n'avait rien à faire avec les religions. C'était vraiment la ville qui construisait ce tour pour annoncer les heures, pour jouer de la musique du carillon et pour un peu montrer, dans une concurrence avec les autres villes, on a un tour plus grand, plus haut, plus magnifique que dans les villes concurrentes. Depuis la tour du beffroi, haute de 83 mètres, s'offre un panorama unique sur cette cité médiévale. Bruges est un musée à ciel ouvert pour les férus d'architecture. La ville est surnommée la Venise du Nord en raison de ses canaux où se reflètent les façades colorées en forme d'escalier. Pour l'historien Christian Defebvre, cette spécificité architecturale flamande allie esthétisme et fonctionnalité. Les pignons à redans avaient pour mission de séparer les maisons par un mur de briques qui faisait qu'on pouvait ainsi mieux stopper les incendies, parce que la peur de toutes les villes de Flandre, pendant longtemps, ça a été l'incendie. La façade en escalier, c'était l'occasion de montrer chacun de quoi on était capable en créativité pour rivaliser l'un avec l'autre et montrer qu'on était plus fortuné que l'autre. À partir du XIVe siècle, Bruges est l'une des villes les plus prospères d'Europe. La richesse de ses commerçants se mesure à leurs maisons.
Chacun veut la plus belle parure, les plus beaux matériaux sur sa façade. Ici à Bruges, à cette époque bourguignonne, il n'y a pas de numéro sur les maisons. Donc pour se repérer, si on donne rendez-vous à quelqu'un ou si on fait porter quelque chose à quelqu'un, on dit tu iras jusqu'à la maison du badaud. Et on sait que la maison du badaud, eh bien, c'est celle où il y a la sculpture d'un badaud en façade. Voilà une manière de se repérer à l'époque. Grâce à son architecture exceptionnelle, Bruges est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si les édifices flamands assurent le succès touristique de la ville, dans les campagnes, certains villages plus discrets réussissent aussi à préserver leur patrimoine. C'est le cas de Herzl, à quelques kilomètres de la frontière belge. Au sein de son association, Félix Boutu œuvre pour la sauvegarde de ces maisons traditionnelles flamandes. À l'écart du centre de la commune, il se rend dans l'une des plus vieilles maisons du village, à la rencontre du propriétaire des lieux. Bonjour. Bonjour Boutu. Ça va bien? Très bien. La pure maison flamande là. Hein? Oui, effectivement. Oui. Avec le couloir au milieu, la porte qui donne sur le couloir, 2 fenêtres de chaque côté. Donc 1760 combien? 73 ou 78, 73, 73 tout à fait typique. À l'intérieur, même logique de simplicité pour s'adapter à l'âpreté du climat flamand. Nous arrivons ici dans la pièce qui sert à la fois de cuisine et de salle à manger, et avec la cheminée. Voilà. Donc la cheminée avec le foyer au milieu, la grande cheminée. Donc ici on a le fameux chaudron en cuivre qu'on retrouve dans toutes les maisons flamandes, à droite ou à gauche de la cheminée. Donc voilà. Et à l'intérieur. Rempli d'eau tout le temps. Oui, là il n'est pas rempli d'eau. Non, donc on chauffait par en dessous là. Donc qui permettait de chauffer de l'eau, même en été quand on n'avait pas de. On brûlait du bois là en dessous. On faisait un foyer là en dessous qui chauffait uniquement ce chaudron. Exactement. La cheminée, c'était vraiment le centre de la vie de la maison, et notamment de cette pièce, hein, la cuisine. Une grande cheminée qui servait à tout. À chauffer, à cuire, à faire la lessive, à faire la vaisselle, voilà quoi, à s'éclairer. La maison flamande est avant tout un habitat pratique. Au-delà de la brique, un autre matériau traditionnel, beaucoup plus ancien, revient en force depuis quelques années. C'est le torchis. Grâce à ce béton naturel, Félix a facilité la restauration d'une trentaine de bâtiments comme celui-ci. C'est ça qu'on utilise, la terre, hein, c'est de la terre, de l'argile, presque un peu sablonneux. Et à ça, on prend de la paille de céréales, on hache. Donc on met pratiquement le même volume de terre que de paille, qu'on mélange, comme ça en train de faire la noga, avec beaucoup d'eau. La terre, la paille et l'eau. Tous ces matériaux se trouvent sur place. Seule difficulté, la pose. Dans les Flandres, la spécificité est de jeter directement le torchis sur la structure à pans de bois. Un savoir-faire devenu rare, alors qu'il y a encore un siècle, la moitié des maisons flamandes étaient construites en torchis. L'avantage qu'on redécouvre, c'est que c'est un très bon isolant thermique et phonique aussi. Et c'est des matériaux naturels, hein, biodégradables complètement, qu'on peut même réutiliser. Une fois rénovée, cette vieille grange au toit de chaume servira d'écomusée. À quelques mètres de là, du haut de ses 250 ans, le dernier moulin du village est lui aussi en pleine restauration. L'attachement à la grandeur de son architecture est profondément ancré dans l'âme flamande. Salut Emmanuel. Oh, Sophie, comment ça va? Très bien, avec ce beau temps, ça va forcément bien. Je regarde, tu as les pieds secs. Pourtant, Oui. je crois que tu étais chercher des crevettes dans l'eau. Oui, t'es au courant? Oui. Ils sont exactement. très sympathiques. Tu les Ouais, je connais? t'embrasse. Allez, on s'embrasse. Et alors du coup, puisqu'on se fait la bise, je peux t'appeler Manu? Oui, bien Parce qu'il sûr. paraît que tout le monde t'appelle Manu. Est-ce que je peux vous appeler Sophie? Ben oui, puis du coup, tu vas me tutoyer. Oui, je Hein? vais essayer. Allez, on fait ça. Oui, dans la Allez, on photo, fait on ça. se tutoie.
Je suis très heureuse d'être chez toi parce que tu sais, j'ai quitté donc les Flandres belges pour découvrir les Flandres françaises et j'avais envie de commencer par ces jardins, les jardins des Récollets. On est chez toi ici. Alors oui, c'est un vrai bonheur de te recevoir à la maison. Je le dirai en flamand, Welkom Frans Vlaanderen. Alors les Récollets, c'est un ordre monastique qui vivait pendant 1000 ans à peu près sur ce mont. Et ça donnait le mont des Récollets. Ils sont partis après à Cassel, donner la classe aux Cassellois. Donc depuis Louis XV, on n'a plus de moines. Moi je suis un peu moine parce que je suis un peu solitaire dans mon jardin. Tu sais, quand je m'attache vraiment. Hein. Donc fais attention, je vais peut-être rester. Bon, je te coupe, mais je suis ravi. J'ai préparé une chambre pour toi. Ah, mais c'est cool. Bon, la chambre au rez-de-chaussée, tu sais. Très bien, sous le soleil. Je pose mes oui, affaires. Vas-y. Et puis on va visiter. Qu'est-ce que c'est beau. Dis donc, c'est pas facile la taille comme ça. Hein. Oh, c'est beaucoup de taille tout le temps. On va tordre le cou aux idées reçues. Hein. Il fait pas toujours mauvais dans les Flandres, au contraire. Oui. Entre donc, comme Aubaine, entre. Alors, je vais te présenter un peu la maison, si tu veux, un peu des petites choses. Donc là, c'est la salle à manger. J'ai voulu retrouver un peu une ambiance un petit peu 1920, je dirais club, un petit peu ça. J'aime beaucoup ces ambiances. C'est charmant. Oh, bah merci hein. de tes compliments. Je pose mon sac là? Oui, vas-y. Très bien. Là, t'as vu un peu sur le jardin. Je vais plus partir. Je vais pouvoir prendre un bain en regardant les jardins. Bon, on va aller voir ces jardins avant de prendre un bain. Bah, super. Il y a 3 choses dans un jardin, les tailles, la tonte et les bordures. Donc le jardin a un aspect à peu près propre. Moi, je trouve que ce qui fait le charme de ton jardin, enfin, en tous les cas, ce que j'ai aperçu pour l'instant, c'est que c'est à la fois très élégant et puis il y a quand même des petites parties où on sent que c'est un petit peu plus sauvage. Moi, je trouve que c'est un peu ce que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est un jardin à la flamande? C'est en fait un jardin de chambre de verdure. On passe d'une pièce à l'autre, comme dans une maison, et chaque pièce a son thème. Alors là, on serait dans quelle chambre, par exemple? Jardin des berlingots. En tout cas, ça fait travailler l'imagination. Là, je vois que tu as fait même des petits trous dans les haies qu'on voit à travers, on voit les perspectives. Hein. Un des points les plus bas du jardin, on arrive bien sûr vers la pièce d'eau. Essentiel à une pièce d'eau dans un jardin. L'eau, c'est la vie, donc on a des poules d'eau, des canards pilés qui se sont installés. Quelques grenouilles? Et des grenouilles et des quoi dès 4 h du matin. Alors ta passion pour les jardins, elle a commencé lorsque tu as redonné vie à ce jardin ou c'est une passion beaucoup plus ancienne? La passion pour les jardins, ça date d'il y a un très long moment. C'est né comment? Et ça commençait bien sûr chez les parents. J'entretenais un petit peu le jardin, j'aime pas trop quand c'est trop désordre. Et la voisine me disait « Oh Manu, qu'est-ce que tu entretiens bien ton jardin? Tu vas venir chez moi le faire ?» Bah, pourquoi pas, Madame Germaine. Et puis le voisin, il a dit la même chose. Et puis ça fait boule de neige, j'ai commencé à faire des entretiens de jardin. Et j'ai poursuivi. Ah, je vais prendre ton bouquet. Ah, t'avais déjà quelques fleurs coupées là? Oui, j'avais commencé. J'adore les bouquets champêtres comme ça. Oui, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, la nature, qu'on trouve dans les bouquets. Je peux t'inviter si ça te va, on va aller découvrir Cassel. Ok, on va se balader alors. Cassel. Merci en tout cas de m'avoir fait visiter ce beau jardin. Oh, bah, grand plaisir, grand bonheur. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, c'est le tir à l'arc vertical. Grande tradition flamande, partout dans les villages, on tire à l'arc d'une façon verticale. Ça, j'ai jamais vu ça. Hein. Hey, bien. Attention à toi. On se prend des flèches ici, il faut faire attention. Ouais, ça c'est bon, ça devient bon là. Tu vas bien? Bonjour Manu. Salut, moi c'est Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie. Je suis un peu intriguée, je dois vous avouer. C'est un peu bizarre dans les Flandres, votre façon de faire du tir à l'arc. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Eh, bravo. Elles sont fortes les filles, là. Ah ouais. Enfin, voilà. Ah voilà, l'oiseau. Je commence à comprendre. Ça, vous appelez ça un oiseau, vous? Voilà, c'est un oiseau. Alors, il est mis comme ça. Hein. Ouais. Bravo.
J'aurais bien voulu prendre un panache avec. Le but du jeu, c'est de gagner le plus d'oiseaux possible, c'est ça, de faire tomber le plus d'oiseaux possible. Essayez de faire tomber le plus possible, voilà. Tac. Ah, bravo! C'est toi qui l'as eu, bravo! Bravo, félicitations. Allez. Ouvrez. Hey! J'ai cru que j'allais en avoir un. Francis, on y était presque. C'est dommage, c'est vraiment pas loin. Hein. Ouvre les doigts. Ouvre les doigts. Ouvre les doigts. Et pas mal, Manu. J'étais bien guidé aussi, c'est surtout ça. Pas mal. C'est Francis qui me guide, autrement ça aurait été un peu catastrophique. Merci Et Francis, merci, Manu, pour au revoir. l'accueil. Hein. Merci. Et à Ciao. l'occasion. Ouais, je repasserai. Voilà, merci beaucoup. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Ils sont très sympas. Hein. Oui. Ah, ça, c'est original ce sport, tu vois. Je crois que la moyenne des rues de Cassel, c'est 2,60 m de largeur. On emprunte le chemin ici qu'on appelle la rampe alpine. La rampe alpine. Ah oui. Évidemment, on est l'Everest des Flandres, c'est la montagne. Évidemment, c'est tout à fait le type de rocaillage qu'on trouve à Montmartre, bien sûr. Alors, raconte-moi l'histoire de Cassel en 2 mots. Ça s'appelle Cassel, c'est qu'il devait y avoir un château, non? Cassel, bien sûr, Castel, château. Et Jules César s'est installé à Cassel. Et vu de loin, c'était la montagne. Il venait de la mer de Watt. À l'époque, c'était le bord de mer. Alors, tous les grands de ce monde sont passés, notamment, bien sûr, toi. Mais avant moi, il y en avait d'autres. Mais notamment Caligula, qui a fait ses orgies, Charlemagne, Charles Quint, tous les grands de ce monde. Cassel était le siège des comtes de Flandre pendant plusieurs siècles. La région des Flandres est une région d'éleveurs. Et ici, on s'enorgueillit de compter l'une des plus belles collections d'espèces locales. Un dindon ombrageux au port altier et au plumage rouille, un cochon dont les oreilles tombantes masquent le regard ténébreux, une vache rousse, dite rouge des Flandres, des oies bicolores, tout aussi flamandes, et bien sûr, le lion des Flandres. Et ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, nous allons faire un tour de magie. Regardez bien ce sac, il est vide. Et hop, abracadabra. Et voilà. Alors voilà, le géant des Flandres. Géant typiquement flamand, 10 kilos, 1 mètre. Un bonheur pour les tablées familiales. Hélas, aujourd'hui, avec l'agriculture moderne et industrielle, beaucoup de ces races typiques sont menacées, voire tout bonnement éteintes. Mais les Flamands tiennent à leur patrimoine et beaucoup de passionnés rivalisent d'énergie pour préserver ce bestiaire régional. Denis Beck, en faisant réapparaître un cheval disparu, a lui aussi réussi un tour de passe-passe quasi miraculeux. Le Vlaams Shepherd, c'est son nom en flamand, a de l'allure, et comme Robert Redford dans un célèbre film, on murmurerait bien à son oreille si elle n'était pas hors de portée. C'est un très grand cheval de trait, à 80 à 85 au garrot. Le trait flamand, c'est une race qui avait disparu d'Europe depuis environ un siècle et que l'on a retrouvé en race pure dans la communauté Amish aux États-Unis. Venus d'Europe, les Amish ont migré aux États-Unis au XVIIe siècle en emportant quelques-uns de ces chevaux, dont 40 000 peuplaient les plaines de Flandre. Vivant à l'écart du monde moderne, ils les ont conservés jusqu'à aujourd'hui. Et depuis 20 ans, Denis Beck et un de ses amis belges ont accumulé les voyages pour faire retraverser l'Atlantique à cet animal qui avait disparu du paysage flamand. On a démarré totalement de zéro et aujourd'hui on est à 350 chevaux inscrits au niveau de l'association. Denis et ses amis travaillent sur la reproduction. À la ferme, on compte depuis peu un nouveau pensionnaire. Il a déjà la taille d'un cheval ordinaire et pourtant ce poulain n'a que 6 mois. Donc là il va probablement venir boire son bol de lait. À l'âge adulte, chacun de ces animaux engloutit 20 kg de foin par jour et pèse rapidement plus d'1 tonne. Si Denis Beck a réintroduit ce cheval dans les Flandres, ça n'est pas seulement pour agrémenter le paysage. Avec quelques amis,
il perpétue la technique de la conduite au cordeau. Une tradition encore utilisée pour certains travaux. Grâce à ce savoir-faire inventé par les charretiers d'antan, on parvient à piloter chevaux flamands ou traits du Nord, une autre race locale, d'une seule main. Tout est relié au mort. Les deux rennes passent de chaque côté. Ils se rejoignent en un. Et on finit avec le cordeau qui est conduit, qui sert à conduire le cheval. Pour tourner à droite, tu donnes des petites secousses. Oui, il tourne à droite. Pour tourner à gauche, tu tires légèrement sur le cordeau. Oh, voilà. On va faire un petit tour. Allez, Emir, marche. Voilà, tire-tu. Hein. Allez, Emir. Dans les Flandres, on trouve encore des jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage de ce doigté subtil. Céline n'a que 12 ans. Et pour l'entraînement, on a attelé son cheval à un vieux pneu lesté d'une bassine de terre. Elle s'en sort plutôt bien, pour la plus grande fierté de son papa. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Être patient. Parce qu'il faut que à la fois le cheval apprenne et que l'élève apprenne. Et il faut beaucoup de patience, beaucoup de patience. Chaque cheval a son caractère, donc il faut apprendre le caractère du cheval aussi. Les raisons qui poussent les fermiers flamands à consacrer des heures à ce jeu de patience ne sont pas seulement liées à la défense d'une tradition. On l'avait bien compris, c'est aussi un trait de caractère. Bonjour. Ah, bonjour Sophie. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Bruno, je suis ravie de te rencontrer. Mais moi aussi. Parce qu'on a un ami en commun. La Manu. Voilà, des jardins de Ouais, Récollet. je vais y aller tout à l'heure, ouais. Ah bon, bah très bien, bah alors je le retrouverai alors. Et il y a un sacré comité d'accueil chez toi. Bah ouais. Je m'attendais pas à rencontrer des marmottes. Salut les marmottes. Ah bah voilà. C'est génial. Mais qui sont tous ces personnages-là? Bah, c'est tous des trucs que je fabrique depuis que je suis enfant. Comme c'est un pays avec une ambiance de carnaval, Ah oui, c'est vrai. je suis un peu baigné dedans. Mais lui, il va te donner une photo d'ailleurs, par exemple. Qui, tu lui dis, fais ton devoir, et il va se mettre en route. Fais ton devoir. Et il te donne une photo souvenir. Je le prends, c'est ça? Ouais. Merci. Mais c'est bon. Ouais, c'est bon le mot pour l'arrêter. Voilà ce qui s'appelle se faire cirer les pompes. Ah bah c'est sympa, merci beaucoup. Ah c'est très gentil. Maître Corbeau, voilà. sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Mais un fromage de chèvre. Oh que le mignonne ta petite chèvre. Voilà, Ciboulette, madame, C'est problème. Ciboulette? Ouais. Enchantée Ciboulette. Donc Ciboulette, je dois l'emmener tout à l'heure chez Manu. Mais D'accord. elle a un petit problème, il faudra que si tu peux me donner un petit coup de main. Bien sûr, dis-moi. Il faudrait qu'on extrait sa batterie, on va la remplacer par une neuve. La batterie, si tu arrives à l'attraper. Là on entre dans les entrailles de Ciboulette. Voilà. J'attrape Une la batterie de qui est là. moto. Ok. Comment ça a commencé tout ça? Ah, ça a commencé, j'étais gamin. J'ai tout de suite fait des marionnettes quand j'étais petit. Et puis j'ai mis des systèmes pour qu'elles bougent toutes seules. C'est comme ça que c'est devenu un peu des automates. Et du coup, t'aimes qu'on te présente comment alors? Ah bah, j'aime bien comment mon fils il m'appelle. Mon métier, c'est lui qui a trouvé le mot aventurier. Oh, c'est joli. Tu es trouve un ça bien. aventurier Voilà. avec une imagination très fertile, c'est ça? Mon gamin, il m'appelle comme ça. Donc, Je branche ça? donc servir la réglisse, c'est comme on avait mis là-bas. Ok. Et on va faire un petit essai. Ciboulette? Ah. Bon, bah je crois qu'elle est prête. Ouais, je crois qu'elle est prête. Elle est prête pour aller à l'estaminet. Eh oui! Eh ben oui, mon toutou! Eh oui, c'est Ciboulette! C'est Ciboulette! On l'emmène? Allez! Alors, t'amènes souvent aux balades ta petite mamie et ta chèvre? Ouais, le week-end dernier déjà. Tu les sors Je vais faire souvent un à petit quelle spectacle, occasion? je vais faire un petit spectacle à l'extérieur. Quel genre de spectacle tu fais? Bah, je la promène dans la rue et j'improvise avec les gens en fait. Donc des fois c'est une chanson, des fois c'est une petite histoire, ça dépend des enfants, les endroits.
s'ils veulent s'asseoir et écouter une histoire, ou s'il y en a qui veulent se balader, chanter. D'accord. Et aujourd'hui, on va exposer tes automates dans l'estaminet de Cassel. Ah tiens, bonjour, bienvenue. C'est Sophie. Ça va, Salut. Bruno? Enchanté. La petite chèvre, je te la présente pas? Ah bah ouais, super. On la met où Bienvenue à notre petite tous. chèvre? Là, ça te va Ah bah là, ici? c'est bien. Marche Elle va arrière, la tenir petite compagnie. chèvre. On la met ici? Voilà, cette belle petite chèvre. Elle est jolie, hein? Bah oui. Bon, Ah je bon continue à éplucher. Ah bah, tu veux un coup de main, du coup? Oh bah, si t'as envie. Je m'attendais pas à promener une chèvre, ni à éplucher des pommes, mais Bah bon, ouais. hein, puisque je suis là, Pour autant faire- que je rende service. Regarde qui Ah bah arrive. voilà la mamie maintenant. Bon bah tout le monde est là. C'est dommage qu'elle s'est pas épluchée. Elle est trop marrante. T'as raison. T'as raison, concentre-toi. Une maille à l'envers. Et traditionnellement, l'estaminet, c'est un peu le bistrot du Nord, quoi. Voilà, oui, Hein bah, tout à fait. C'est l'ambiance, les jeux, la bonne bière, hein. Ouais. Et puis les plats typiques de la région. Ah, mais Sophie, Salut. c'est bon, bah, t'as trouvé le chemin. Tu vas bien, Manu? Ah bah oui, et toi? Bah oui, écoute, depuis le jardin des Récollets, j'en ai fait du chemin. Ah. Voilà, ça c'est vraiment des soirées comme je les aime. Chez les Laden, depuis des générations, on fabrique le pain en famille. Boulant, la main à l'intérieur. Travailler avec son fils, ça permet aussi de se reposer sur lui, parce qu'il a les épaules plus larges que moi. Florent sait qu'il a encore beaucoup à apprendre de son père. Ce jeune chef cuisinier, au look affirmé, est l'un des plus créatifs de sa génération. Suite à sa participation à une émission télévisée, il s'est recentré sur ses origines. Sa terre flamande est une source d'inspiration. Il invente ses plats à l'instinct, au gré des richesses récoltées en forêt au petit matin. Ici, quand on passe en hiver, c'est vraiment marécageux, quoi. C'est tout, c'est plein d'eau comme une grande mare. Et donc le poivre aime ça, le poivre d'eau, comme son nom l'indique, pousse les pieds dans l'eau. Avec lui, fini les épices et les légumes importés du bout du monde. Pour découvrir les plus belles saveurs, il suffit d'emprunter les chemins de sa jeunesse. Elles sont à portée de main. Ça ici, c'est du rumex, donc de l'oseille sauvage. Mais la Flandre est comme ça, la Flandre a plein de trésors à offrir. Et c'est une terre de sorcières, donc ce que je fais aujourd'hui, c'est pas nouveau, quoi. Avant, les rebouteux, les sorcières qu'il y avait dans le coin soignaient les gens avec les plantes. Ou tuaient les gens avec certains champignons. Et là, on n'est pas venu pour rien. Ça, c'est superbe quand on tombe là-dessus. Là, c'est la prise de la mer. Ça, c'est très rare. Et puis, il n'est pas mangé, il n'est pas abîmé. Superbe. Limite, ça va faire mal au cœur de couper ça. Au bout d'une petite heure de balade, dans son panier, une brassée de poivre vert, une poignée d'oseille et 1 kilo de cèpe. Reste à trouver le plat de résistance. Florent n'ira pas bien loin, chez son ami d'enfance. C'est l'un des rares éleveurs français de pigeonneaux, une tradition culinaire de la région. Ouais, je mets un peu de paille en libre service, tu vois, pour qu'ils picorent, qu'ils refassent leur nid. Ils ont quel âge la laitier? Ils ont 7-8 jours. Et c'est bien, ils sont bien nourris. Les pigeonneaux sont des petits pigeons qui n'ont pas encore volé. Un couple produit environ une dizaine de pigeonneaux par an. Tu disais qu'à cet âge-là, le pigeonneau double son poids tous les jours. Ouais, voilà. C'est fou. Ouais, et on dirait pas, hein, mais demain il sera déjà plus comme ça, quoi. D'accord. Tu vois, celui-là, il y a 15 jours. Celui-là, il y a 15 jours, tu vois. Et là, c'est des graines entières. On sent quand on touche le jabot, là. Ah oui. Ouais. C'est vraiment des graines entières. Les pigeonneaux sont nourris à la becquée pendant 1 mois. Les graines sont aux huiles essentielles pour éviter les médicaments. La démarche séduit Florent, lui qui prône une cuisine saine, respectueuse des saisons et surtout 100% locale. Ce qu'on fait aujourd'hui à travailler du champ à l'assiette ou de l'élevage à l'assiette,
c'est pas original, c'est originel, c'est ce qui se faisait, c'est ce qui se faisait avant, c'est ce qui s'est fait pendant des décennies, peut-être même des siècles. Ton pigeonneau, il sera jamais aussi bon qu'avec des légumes d'ici et que manger ici. C'est les saveurs d'ici. Ouais. C'est ça, le terroir. Fidèle à ses racines, Florent ne s'imagine pas vivre ailleurs qu'ici, sur les hauteurs du mont Coquerel. L'auberge familiale surplombe les plaines flamandes à quelques kilomètres de la frontière belge. Son père, José, s'est installé ici en 1981. 35 ans plus tard, son fils lui fait encore découvrir les saveurs de sa région. Le cèpe là, c'est beau hein. Et ça, croque là-dedans et t'attends 7 secondes. C'est du poivre d'eau. Ça, c'est non mais vas-y, non mais c'est bon, c'est pétillant. C'est super bon. Ouais. Retour au restaurant. Quelques heures avant le service, Florence se met au fourneau. Au menu, du pigeonneau au cèpe agrémenté d'oseille et de poivre vert. Là encore, il respecte la règle qu'il s'est fixée, celle qui définit son identité. N'utiliser que des produits locaux, même pour l'assaisonnement. Le foin, quand il est un peu jeune, comme celui-là, on voit, hein, il est encore un peu vert. Ça a des notes un peu confites. Et au plus on attend, au plus la saison va traîner, au plus on sera sur des notes d'épices sèches. Pour presque tirer vers la cannelle, en fait. Dans sa cuisine, le sel est le seul ingrédient qui ne vient pas des Flandres. Après quelques minutes de cuisson, Florent assure lui-même le service des plats en salle. Alors on continue avec du pigeonneau, du cèpe qu'on a cueilli tout à l'heure en forêt, oseille sauvage de prairie et du poivre d'eau. Bon appétit. On sent que c'est élaboré, c'est surprenant, c'est vraiment délicieux. Depuis tout petit, j'ai toujours été ancré ici. Même quand, avant d'être mon auberge, c'était juste ma maison, j'ai toujours adoré cet endroit. Parce que moi, j'ai voulu être cuisinier juste pour rester en haut de ce mont des Flandres. Et que c'est un endroit que j'adore. Il y a 2 ans, ce jeune chef a obtenu une étoile au guide Michelin. Une consécration qui n'a pas rendu les prix inaccessibles. Le déjeuner coûte une vingtaine d'euros. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Il faut pourtant s'armer de patience. Les réservations sont prises 2 mois à l'avance. Ça vient, t'inquiète pas. Pas trop vite, hein. Pas trop vite, on sait jamais. Ah, nom d'un chien, nom d'un chien. On peut pas gagner à tous les coups, hein. Pas chaque coup, hein. On peut pas gagner à tous les coups. C'est ça le jeu d'ailleurs. Hein. C'est quoi ce jeu exactement? C'est ça, c'est le jeu de la boule flamande. La boule flamande? Hein, donc j'ai voilà, jamais vu c'est ça. un jeu traditionnel des Flandres, hein, qui est le jeu de la bourle. Okay. Et puis surtout, c'est un jeu où on se rencontre entre amis, et avec la convivialité et, ça, puis, ça a l'air très et le sympa. sourire. C'est du pot. Mais attendez, c'est quoi le but du jeu là exactement? Alors, le but du jeu, donc c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu de stratégie et puis d'adresse surtout. Ouais. Donc ça se joue à 6 contre 6 avec chacun 2 boules. Donc le but c'est d'approcher le plus près possible du cercle du centre et ensuite de placer des boules dans la piste, ce qu'on appelle des blocs, pour empêcher l'équipe adverse de reprendre le point. Si on la fait sonner la cloche, c'est quoi? Il y a un gage? Une tournée. Une tournée générale? Voilà. Ah oui.
pensez que je pourrais essayer? Ah, avec grand Ça vous gêne pas? Donc pas trop fort? Pas trop fort. Ok. Ça roule. Ouais, bon d'accord. Bon, je recommence. Bon, on fait... Je recommence. Pardon. Tournée générale. J'ai assommé la cloche. T'es là, Bruno? Ouais, je suis là. Bruno? T'es là? Ah, salut. Salut, ça va? Bonjour Sophie. Ça va bien? Bah, tu vois, quand tu m'as donné rendez-vous au Blocos au Miroir, j'ai pas tout de suite compris de quoi tu voulais me parler. Alors là, je comprends beaucoup mieux. Qui a réalisé cette œuvre? C'est un artiste qui se prénomme Anonyme. D'accord. Bah, c'est bien parce que du coup, il s'est un peu réapproprié un Blocos qui est quand même... Voilà, un témoignage d'une histoire un peu trouble, hein, un peu compliquée, la Seconde Guerre mondiale. Parce que ici à Dunkerque, ici on se trouve à un endroit où a eu lieu une opération, l'opération Dynamo. Ah, et c'était une opération où on avait sauvé les Alliés, c'est ça? Les troupes alliées. Oui. Ça a duré 9 jours et il y a eu plus de 338 000 soldats qui ont embarqué, français, anglais et belges. D'accord, donc hormis les blocos, quels sont les vestiges qui restent ici? Alors les blocos, en fait, c'est les Allemands qui les ont installés pour défendre le mur de l'Atlantique. Ouais. Et sur ces plages, il nous reste des épaves de bateaux. Qu'on voit à marée basse? Qu'on peut voir à marée basse, il y en a 4-5 qu'on peut voir comme ça. Tu vois, Sophie, l'épave que je voulais te montrer, elle est là-bas. Vers les bouées, là, c'est ça? Voilà, vers les bouées, elle est en train de se découvrir. Ah oui, on l'aperçoit, là. Ah, c'est très impressionnant, hein. Alors, on connaît l'histoire vraiment de ce bateau? On connaît son nom? On connaît son nom, c'est le Crystal Eagle. Ouais. C'est un bateau roue à aubes qui naviguait sur la Tamise. En fait, c'était un bateau d'excursion. Et ensuite, il a servi à venir chercher les soldats ici le 29 mai. Et alors? Il est jamais reparti. Voilà. Dès son premier voyage, il a embarqué des soldats sur l'HT Est. Plus de 600 sont montés dessus. Et il a été touché par 3 bombes. Il n'a pas coulé, il a pris feu. Et le capitaine a réussi à l'échouer sur la plage. Mais il a continué à brûler. Et malheureusement, il y a eu 300 morts sur ce bateau. Pourquoi c'est si important pour toi de faire des recherches sur cette opération Dynamo, sur cette partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Ben, je pense que c'est notre histoire et puis il faut que les gens sachent qu'il s'est passé quelque chose sur notre plage et sur ce bateau. C'est vrai que je fais des visites depuis quelques années sur ces épaves. C'est vraiment un contact intéressant avec les gens qui se disent bah oui c'est vrai, j'en ai pas parlé avec mon père, ma mère, ma famille. Toi, tu as des gens dans ta famille qui étaient sur le front? Oui, forcément. Ça remonte à loin. J'avais ma grand-mère, mes grands-parents. J'ai eu des fusillés durant cette période. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'allais chez ma grand-mère et je me disais raconte-moi des histoires de la guerre. Et ça m'a toujours... ça vient sans doute de là, quoi. Ça m'a intéressé. Ah, bah tu lui rends un peu hommage, là, finalement. De là où elle est, là-haut, elle doit être fière de toi. Bah, j'espère, hein. À 2 pas de ce lieu de mémoire s'étendent à perte de vue les dunes de Flandre. Telles des lacs de sable recouvertes de végétation, elles se déploient sur plus de 700 hectares. Sur le littoral qui borde les dunes, ce matin-là, Juliette Martin, guide nature, emmène des enfants à la découverte de cet espace naturel pour comprendre comment les dunes se sont formées. La mer a laissé sur la plage, on appelle ça la laisse de mer. On a tout ce qui est arrivé par l'eau qui est là déposé sur le sable.
Le vent, il souffle, il souffle. Si le sable rencontre un obstacle, donc là, tout ce que la mer elle a laissé, la laisse de mer, eh bien, il va commencer à s'accumuler dessus. Et ça va faire le tout début d'un tout petit bébé dune. On se rassemble? Zoé, tu dois le poser là. L'accumulation de débris marins est donc à l'origine de la dune. Pour qu'elle devienne ces hautes collines de sable, il faut ajouter un ingrédient, la végétation. Il y a une herbe typique de la dune blanche qui permet au sable de rester et de ne pas s'effondrer, qui permet de maintenir la dune. Cette herbe, c'est l'oya. Alors l'oya, c'est elle qui permet de retenir le sable de la dune. En fait, elle va avoir des racines très longues qui vont lui permettre de se fixer, de fixer le sable et d'aller chercher de l'eau et de la nourriture dans le fond du sable. Une fois fixées, les dunes se recouvrent d'une flore très riche. Des clématites lianes, des panicots maritimes, des églantiers. Seul le sol ensablé rappelle aux enfants qu'ils sont encore dans un milieu dunaire. La balade se termine par une dégustation de baies d'argousier, un arbuste très robuste et très épineux. Bien rond. Tu veux pas goûter? Camarade, essaye. Et puis c'est plein de vitamine C, vous allez être en super forme. Vas-y. Alors le but, c'est de s'approprier un petit peu la dune aussi, de s'approprier la nature, de se dire qu'il y a plein de richesses dedans et qu'en les découvrant, on se fait des grands plaisirs et de donner envie de la protéger. Les dunes de Flandre sont un espace ouvert au public. Il n'est pas rare pour les randonneurs de croiser sur le chemin des gardes, très à cheval sur la préservation de l'environnement. Le chien, il faut le tenir en laisse, s'il vous plaît. Non, tout à l'heure, on vous a vu de là-bas, il n'était pas en laisse du tout. Voilà, normalement, ils sont même interdits ici. Hein, mais on les tolère en laisse. Voilà. Bonne journée à vous. Le rôle des deux gardes, Lucille et Sandra, est aussi d'accueillir et orienter le public. Leurs chevaux permettent de voir en hauteur et de couvrir un plus grand secteur. Il y a du monde à Brédune, tu vois. Nous, on est là pour faire respecter les règles des dunes. Donc, par exemple, des chiens tenus en laisse, pas de camping sauvage, pas de barbecue, pas de feu. Grâce aux chevaux, on a un meilleur contact avec les personnes qui viennent visiter la dune. C'est plutôt chouette. Tous les marcheurs n'ont heureusement pas besoin de conseils d'orientation. Il existe même de grands habitués des dunes de Flandre. Chaque année, à la mi-octobre, les dunes deviennent le rendez-vous qu'aucun passionné d'ornithologie ne manquerait. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller observer la migration des oiseaux. Donc pour ça, on va se mettre sur un point haut du littoral pour pouvoir vraiment voir tous les oiseaux qui vont réussir à passer. Dans leur ligne de mire, jusqu'à 300 espèces d'oiseaux différentes en migration. Ce jour-là, ils aperçoivent plusieurs groupes d'étourneaux. Cette espèce peut voler jusqu'à 80 km/h. Le flux, il est très concentré, donc par dizaines de milliers peuvent passer sur une seule journée. Et après, ils vont un peu partout dans le sud de l'Europe faire des gros dortoirs. Donc là, on est vraiment bien placé pour les voir et ils passent toujours par très grandes bandes, un peu comme les pinsons. En vol, les oiseaux, comme les cormorans, longent le littoral entre mer et dunes. La géographie des lieux leur sert de repère pour retrouver leur chemin. Les dunes sont aussi une aire de repos. Une fois qu'ils ont fait plusieurs centaines de kilomètres, forcément ils sont fatigués et vont devoir s'arrêter pour se nourrir. Donc effectivement, la présence des dunes est très importante parce qu'il y a énormément d'insectes, il y a énormément d'arbustes, énormément de baies à l'automne qui leur permettront de se nourrir, de prendre des forces et de repartir demain pour 300-400 km de nouveau. Juste en haut, au sommet de la bande de brunes. La trajectoire du vol, la silhouette, le cri, le jeu de l'identification réserve parfois de grandes surprises, de petite taille. Là, il y a un hibou des marais aussi qui est en train de passer. Donc là, c'est beaucoup plus rare. Il arrive d'Angleterre. Donc là, c'est un rapace nocturne, mais qui a la particularité de migrer de jour. Et il est vraiment très rare en France, en tant que nicheur en tout cas. Comme cet oiseau rare, plus de 5 millions de migrateurs passent au-dessus des dunes de Flandre.
Preuve, s'il en fallait, de l'importance de cet espace naturel pour la préservation de la biodiversité. Salut Jean-Michel. Bonjour, comment va? Ça va bien et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu visites les Flandres? Exactement, et les Flandres, j'avais envie de les admirer vu du ciel. Ah bah écoute, là on va retourner sur Lens, Ouais. pas de soucis si tu veux nous accompagner. Mais je m'attendais pas du tout à tomber sur un avion comme celui-là. Ah bah ça c'est un peu spécial. Hein. Ah mais oui, mais comment ça s'appelle cet avion? Alors c'est un Yeg 18, il Ouais. est de 1946 Incroyable. et le moteur est belge. Ok, très bien. Je suis un peu impressionnée pour être très honnête avec toi. Non, il faut pas, c'est un avion décollage, donc c'est forcément un avion facile puisque c'était tous des genoux qui volaient là-dessus. Je te fais confiance. Donc moi je grimpe là, je me mets ici? Voilà. Oh là 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 là. Tac. Voilà. Donc on va faire un petit briefing, c'est obligatoire. Hein. En cas de panne moteur au décollage, on va se poser en fonction de la place qu'on a et en général c'est droit devant. Et avant de toucher le sol, je demanderai d'ouvrir la verrière avant de se poser. Parce que si l'avion est tordu, on pourrait avoir des problèmes pour sortir de l'avion. Ok, j'espère que je ne vivrai jamais ce moment-là. Oui, ça peut arriver, hein, c'est dans les possibilités. On est prêt? Ouais, ok. Impeccable. Let's go. Let's go. Alors c'est parti. Ok. Oh mon Dieu, c'est impressionnant. C'est quand même très impressionnant le bruit. Hein. C'est comme une grosse Harley. Hein. Qu'est-ce que tu ressens quand tu pilotes un avion comme celui-ci? Que du bonheur. T'as commencé à piloter à quel âge? À 16 ans. 16? Ouais. Incroyable! Alors je nettoyais les avions pour me payer mes heures de vol. Et sur quel type d'avion tu pilotes normalement? Je vole sur un Boeing 757 et un Boeing 767. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir du tout, non. C'est quand même incroyable là ce qu'on est en train de survoler, hein? C'est beau, hein? Ah ouais, c'est magnifique. Je l'ai trouvé déjà très belle au sol, ces Flandres, mais là, vues d'en haut, elles sont encore plus belles. Voilà, c'est la marée haute. Ah ben je vais peut-être voir ma copine qui pêche les crevettes. Ah ben non, il faut que ce soit marée basse. C'est raté, je la verrai pas. Ah, c'est alors. Voilà, on quitte la ville de Coxide. Ouais. Et on va arriver à Furnes. Ah bah là aussi j'ai un copain. C'est le crieur de Furnes. Il est incroyable, c'est un sacré personnage. Bah dis donc, on connaît les gens. Bah ouais, t'as vu? Je fais que des belles rencontres, moi, tout au long de ce voyage. Ça reste quand même une expérience assez unique, hein, voler dans un avion comme celui-ci. C'est très rare, ouais. Ouais, vraiment. Moi, je vais changer complètement d'univers puisque j'ai rendez-vous dans un cabaret, ça s'appelle le Grand Cabaret. D'accord. Changement d'ambiance radical, là. Hein. Ah ben c'est bien dommage, je pourrais pas t'accompagner parce que là il faut que les avions rentrent dans leur maison. Là. Écoute, maintenant, je regarderai dans le ciel quand je reviendrai dans le coin pour voir si je t'aperçois. Eh bien, il n'y a pas de souci. Et on remet ça quand tu veux. Ah, c'était super sympa en tout cas. Merci mille fois, Jean-Michel. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va revoir le passage à partir du moment où les garçons, ils rentrent et ils se mettent derrière vous. Alors, on y va. 7, 8. Vous levez un bras. Non, c'est ça. Ah ouais. Ah, toi, t'es comme ça. Ouais, je me laisse emporter par la musique. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, bah, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Bonjour. Ça va? Ouais, Bonjour. ça va. Claudine, je pourrais dire Claudine ou Bah Clo? oui. Claude. Claude. Tout le monde Voilà. m'appelle Claude parce que c'est beaucoup plus simple. Exactement. Et Bonjour, les filles, mademoiselle, bonjour. Allez chercher les harnais parce qu'on va faire le déplacement avec les harnais de plumes, comme ça on verra tout de suite où ça bloque. Claudine, Clo ou Martine? Ou Martine. Martine dans le spectacle. Voilà. Je suis très contente d'être là parce que franchement, en passant devant le grand cabaret, ici entre Lille et Dunkerque, il y a Vieux-Berquin, et il y a un beau cabaret, le tien. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça fait combien de temps que tu es installée ici, toi? Alors, ça fait 16 ans. 16 ans. Voilà. 16 ans qu'il y a un 16 grand ans, cabaret voilà, qui est nous installé avons ici. créé, parce que c'est une création, faut pas l'oublier, c'est pas une reprise, c'est une création. Et donc avant ici c'était un simple hangar. D'accord, et et ça, donc c'est très important. un coup de baguette magique et hop, ça a été transformé en cabaret. Alors une grande baguette magique C'est quand ça. même, avec 2 têtes et 4 jambes. Parce que tout ça c'est fait en famille? Oui, c'est Ouais. fait en famille, voilà, avec mon mari. Ensuite avec nos 2 filles. Et vous recevez combien de spectateurs par an? Alors dans les 20 000. 20 000, c'est génial. C'est Ouais, génial, on ne ouais. s'attend pas à trouver ça Bah, ici. Hein. Honnêtement, on y croyait, évidemment, bon, parce qu'on ne peut pas faire un projet si on n'y croit pas, mais on reste toujours... c'est quand même incroyable. Bah, Voilà, c'est ça, quand ouais. même incroyable. Ouais, en tout cas, c'est toi, hein, le soleil du Nord. Hein. T'es un petit soleil, toi. Ah, le soleil c'est des gentil. Flandres, c'est toi. Hein. Ah, c'est tu gentil. rayonnes. Ça fait plaisir. Bah, je te laisse merci. répéter parce que je sais que ce soir, le spectacle doit être parfait, Oui, j'imagine. oui, hein. toujours. Donc, je reste tranquille derrière, mais j'ai très envie d'assister encore aux répétitions parce que moi, j'adore ces univers. J'adore ça. J'adore ça. Je vous regarde. Hein. Merci en tout cas. Les filles, on va revoir tout de suite tout en musique, d'accord? Donc vous sortez et on fait tout de suite l'entrée. Allez, go, c'est parti. Allez, j'envoie, hein? Le cabaret du Vieux-Berquin, ça n'est pas seulement une salle de spectacle, c'est aussi une entreprise familiale. L'aventure a commencé il y a 17 ans. Depuis, au village du Vieux-Berquin, tout le monde connaît Claude et son compagnon. Il faut dire que cette paisible bourgade doit sa célébrité à leur établissement. Simplicité rurale le jour, paillettes la nuit. Dès qu'elle franchit les portes du cabaret, Claude se métamorphose en Martine, l'héroïne de son spectacle. Un double pas toujours facile à gérer. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est, je veux pas dire timide, c'est pas ça, mais je ne suis pas non plus très sûre de moi dans la vie de tous les jours. Ah ben dis donc, je voudrais t'y voir, hein, toi. Tu crois que c'est facile d'animer les gens, de les faire rire comme ça tout au long d'un spectacle? Ah, je crois que des deux, c'est bien moi la plus à plaindre. Hein. Écoute Martine, on réglera nos comptes plus tard, d'accord? Là pour l'instant j'ai des clients à recevoir, donc je vais te laisser, ok? Salut. Comment il va, Jérémy? Ça va bien. Notre semblant de chanteur. Patrice, le compagnon de Claude, ne se dédouble pas, il se démultiplie. C'est des canons à confetti. Artificier pour la partie scénique, superviseur en chef dans les cuisines, Premier bus, il est là. logisticien voiturier sur le parking et maître de cérémonie à l'accueil des clients. Tout doit rouler comme sur des roulettes. C'est bon? On y va? Car ici, le commercial, c'est lui. Des idées, c'est très bien, il faut pouvoir les mettre en place, mais il faut aussi que financièrement, ça peut suivre. Tout se calcule. Vous envoyez le cocktail, hein, ils sont tous les premiers. Claude, c'est vraiment la partie... faut pas la mettre à gérer. Faut pas lui dire, hein. Depuis 17 ans, avec leurs 2 filles, Émilie en grand maître d'hôtel et Lilou en danseuse à plumes, Patrice et Claude relèvent à chaque fois le même défi de cette entreprise familiale, faire salle comble et défendre leur réputation. Il est presque 21 h.
C'est bientôt parti pour 1h30 de spectacle comique et sexy. En coulisses, on se chauffe. Et dans la salle, la température monte. Dans quelques instants, Martine va entrer en scène, avec la lourde responsabilité de gagner le public. C'est quand même mon travail de les faire rire, et quand je réussis, c'est magique. Je le sens bien. Claudette. Claudette veut dire danser assis. Je vous montre, hein. Vous allez pouvoir vous en servir ça, hein. Quand on a mal aux pieds, c'est parfait. Ça réagit là. C'est bien, allez-y pour voir. Le lundi au soleil. 1h30 plus tard, c'est gagné. Le public est conquis. Chaque fois c'est pareil. Cette fois encore, Claude a assuré le spectacle. Mais comme toujours, c'est Martine qui récolte les bravos. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas? Pas de souci. Vous êtes en plein boulot là. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de mettre du goudron végétal sur le bateau pour le d'accord. nourrir. Ah bah, très bien. Bah, moi qui cherchais des bateaux pour découvrir les marais Audomarois, je suis à la bonne adresse ici. Effectivement. Ouais, parce que vous êtes des faiseurs de bateaux. C'est bien ça. Et là, celui-ci, c'est un bateau traditionnel qu'on retrouve dans le marais Audomarois ou pas? Alors, non, ça c'est une plate. Ah. C'est un bateau plutôt de la Picardie. Ok. Les escutes Bakov, ils sont en train de flotter. Attends, il y a Bakov, c'est ça? Bakov et escutes. Et Scud. Ça, c'est les deux bateaux traditionnels des marais Audomarois. Voilà, le Bakov c'est le plus grand, il peut charger jusqu'à 3,5 tonnes. Donc c'était vraiment le bateau de travail, alors que les scuds, c'est plutôt le bateau de la vie quotidienne. On en a une à moitié en fabrication ici, bateau de 4 mètres à 8 mètres. Voilà. Et là, on est vraiment dans un petit atelier familial? Oui, voilà, je travaillais avec mon père. Ah d'accord, le Vincent. papa. Salut Vincent. Bonjour. Et qu'est-ce qui t'a lancé dans la construction de bateaux traditionnels? En 95, le dernier charpentier arrête son activité parce les maraîchers vont passer du bateau au tracteur-route. C'est un métier qui avait disparu et moi j'ai eu l'envie de redémarrer ce métier. Donc il y a maintenant une dizaine d'années, il a accepté de me former. À la suite de ça, j'ai recréé l'entreprise. Mon père m'a rejoint et c'est un métier où on forme. Donc j'ai formé mon père qui n'était pas... Et depuis, on travaille ensemble. Bon bah ça y est, il est temps d'embarquer là Rémi. Enfin. Alors ici, on va traverser le faubourg de Liselle, qui est l'un des deux faubourgs maraîchers, avec ces maisons qui datent plutôt du fin 19e, début 20e siècle. Chaque maison ici est très très proche de la rivière, ce qui permet de charger, décharger facilement les bateaux, puisque les champs sont accessibles qu'en bateau. Alors maintenant qu'on est sur l'eau, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu dans un labyrinthe. Hein. C'est un labyrinthe, oui, si on veut, qui malgré tout a été créé par l'homme. On est avant le 9e siècle sur un marécage, qui est transformé au fil des siècles en terre à cultiver. 3700 hectares et 750 km de rivière en tout. Faut pas oublier de se baisser là. Hein. Oui, sinon c'est la bosse assurée. Exactement. Là, on entend les voitures, on est au bord de la route. C'était pas le cas avant, j'imagine. Finalement, la concurrence de ces bateaux-là, c'est les voitures qu'on entend ou les camions qui passent. Oui, mais la route a été créée aussi dans un but de commerce. C'est-à-dire que vers 1870, on agrandit cette route pour livrer rapidement les légumes vers la gare et donc l'exportation du légume. Si aujourd'hui, les maraîchers seraient toujours en bateau, en réalité, on n'aurait plus que 2-3 maraîchers. Aujourd'hui, on a quasiment une trentaine d'exploitations. Donc, c'est plutôt positif. Voilà.
on va passer la digue, il y a la porte guillotine. Ah oui, il faut pas se faire couper en deux là, hein. Non. Attention. Donc le principe, c'est que lorsque vous avez une crue d'orage, en plein été, vous voulez préserver les légumes, et bien cette porte est fermée. Et donc le marais dans lequel on rentre devient totalement autonome. Qu'est-ce qui te donne vraiment envie si profondément de maintenir cette tradition aussi vivante, ces bateaux, ces marais, ces paysages? Je pense que c'est dans le sang, hein, c'est la famille. On a vécu depuis tout petit dedans. Les grands-parents étaient maraîchers. On a passé toutes nos vacances dans le marais. On est vraiment très attachés au marais. Et donc c'est l'envie de le préserver, de le faire avancer et puis de pouvoir le transmettre aux générations futures. Bonjour. 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 Vous voulez arracher des beaux poireaux? Voilà, si vous avez besoin d'un coup de main, on est là. Hein. C'est vrai que ce sont des beaux. C'est des poireaux Leblon. Ah, ils sont magnifiques. Une variété de poireaux qui est spéciale au marais de Saint-Omer. Et moi, j'ai participé à la labellisation. Donc ça, c'est un beau poireau labellisé. C'est un poireau qui est beau, il n'y a pas de fil dedans. Oh, alors ça, c'est bon. Hein. Au départ, quand je me suis installé dans les années 55-60, ouais. Tout en bateau. Et ça vous manque pas? Non, pas du tout. Ah bon? Parce que c'est beaucoup plus facile de travailler sans bateau qu'en bateau. Il y a un côté très pratique. Oui. Parce qu'on mettait tout dedans, c'est certain que... Mais c'est au niveau manutention. Ouais. C'est pour éviter de le prendre deux, trois fois. La remarque... C'est pour moi? Ouais. Oh bah ça me fait autant plaisir qu'un bouquet de fleurs. J'espère que vous allez vous régaler en les mangeant. Bah alors écoutez, ils sont tellement bons. Et même là, ils sentent très bons. Oh bah écoutez, je vous embrasse. Si je voulais tout. Ma femme va être jalouse. Ça restera entre nous, ça restera entre nous. Magnifique. Merci. Il y a de quoi faire une belle tarte aux poireaux. Exactement, t'as une bonne recette toi des tartes aux poireaux? Peut-être ma mère, oui, il faut lui demander. On va peut-être se mettre au chaud, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah on va peut-être on va aller voir un petit café. Un petit café chez toi? Avec une petite gaufre flamande faite par la maman. Bonne idée. Je te présente la famille. Allez, petite famille, bonjour, bonjour. Ouais, dis donc, c'est l'heure du goûter, je vois. C'est mamie qui fait les gaufres. Elles ont l'air très appétissantes. Hein. C'est la recette de ma mère. Ah bah ouais. Voilà. Quel type de pâte tu utilises là pour tes gaufres? C'est de la pâte levée avec de la levure de boulanger. D'accord. On fait des petits bâtons, on les cuit et on les ouvre tout de suite et on met ensuite une crème. C'est une crème un peu cassonade? Cassonade, beurre et rhum. Elle est bonne cette gaufre. C'est qui fait les meilleures gaufres de Saint-Omer alors? C'est mamie. C'est mamie. Eh oui, c'est mamie. Merci beaucoup pour cette journée en tout cas, c'était vraiment très sympa. Je reviendrai te voir avec grand plaisir. Merci à tous, merci beaucoup et merci pour les gaufres. De rien. Bien avec vous? Ça mord un peu? Non, pas grand-chose. C'est déjà pas mal. Bonne journée. Chaque fin de matinée, l'arrivée du facteur anime les berges du Marais. Nicolas sillonne les canaux depuis 6 ans pour livrer le courrier. Grâce à cette mission, unique en France, il tisse des liens avec les habitants. Moi, je te donne des pommes. Ah, c'est gentil, ouais, pas de souci. Les gens sont contents de m'accueillir, donc ils m'offrent souvent des petits trucs. Des pommes, des noix, des œufs. Je suis un peu une emblème dans le Marais. Je suis le seul facteur de France en barque. Les gens me connaissent tous et il y a toujours un petit mot agréable, donc c'est vraiment super. Une cinquantaine de personnes vivent à l'année dans le Marais. Leurs maisons sont accessibles uniquement en barque. Cet isolement fait de l'apparition du facteur... Allez les poules, on bouge. Un instant très attendu. Bonjour. À 82 ans, Thérèse est la doyenne du Marais. Aujourd'hui, en plus du courrier, Nicolas lui annonce une bonne nouvelle. Ouais, bah ça a été rapide. Hein. Ah ouais, elle a couché à la maison, c'est moi qui ai accouché ma femme. Ah ouais, les pompiers sont pas arrivés à temps. Même si je viens que 2 ou 3 fois par semaine, au moins, ça fait 2 ou 3 fois par semaine qu'elle voit quelqu'un quand même. C'est comme ça, le facteur, il a toujours rentré chez Thérèse et il rentrera toujours chez Thérèse jusqu'à temps qu'elle soit là, quoi. Peut-être à demain pour votre programme télé. Au revoir.
S'il effectue aujourd'hui sa tournée en moins de 2 heures, Nicolas ne s'en cache pas. Ses débuts dans le Marais étaient loin d'être un long fleuve tranquille. C'est pas vraiment que je me suis perdu, c'est que j'ai perdu la maison. C'est-à-dire me perdre dans le Marais, non, parce que je connais les cours d'eau. Par contre, retrouver une maison dans le Marais, qui n'a pas de nom, il n'y a pas de numéro, les rivières, ils n'ont pas de nom. J'ai gardé les plans avec moi pendant 3 mois et depuis, je suis sans plan. Je fais les yeux fermés, comme on dit. Les yeux fermés, enfin pas tout à fait. Le facteur garde un œil sur sa vitesse. Elle est limitée à 6 km/h, le temps pour lui d'admirer le paysage entre jardin et pâturage. Dans les champs, du cresson, des artichauts, des haricots. En tout, une 50aine de variétés de légumes poussent dans le Marais. Le sol est très fertile. C'est la force des maraîchers qui, comme Sylvain, répètent les mêmes gestes depuis des siècles. C'est de la terre très riche, très noire. Jean-Pierre Coff disait du Marais que c'était un terroir de compétition pour la production de légumes. Sylvain travaille en famille. Ce matin-là, avec son frère Laurent, il récolte les derniers choux-fleurs de la saison. Ça fait 15 jours qu'on est ici, on a déjà coupé les autres. Et quand on passe, avec le coup d'œil, on coupe que ceux qui sont bons à taille, à maturité pour le commerce. Leurs parcelles sont entourées de canaux. La proximité de l'eau facilite l'irrigation. Mais être maraîcher ici, c'est aussi devoir composer avec les éléments. Il y a l'avantage d'avoir une terre qui se travaille assez aisément. Elle est moins dure et plus facile à travailler qu'ailleurs. Par contre, on a les inconvénients du parcellaire. Beaucoup de demi-tours pour les préparations de terre, tout ça. Les berges qu'il faut entretenir. Les fossés qu'il faut curer pour pas qu'ils s'envasent. Cultiver cette terre coûte donc plus cher que de cultiver en plaine. 800 € de plus par hectare. Face aux difficultés, certains maraîchers renoncent. Moi, je suis un amoureux du milieu. Je me dis que si, on voit dans les secteurs du Marais abandonnés par le maraîchage ou l'agriculture, c'est des friches, il n'y a plus rien d'entretenu, il n'y a plus d'eau dans les rivières. Donc si on aime ce milieu, il faut continuer à vouloir l'entretenir. Aujourd'hui, les maraîchers comme Sylvain et Laurent ne sont plus qu'une 50aine. Il y a un siècle, ils étaient 10 fois plus nombreux. Une fois récoltés, Sylvain vend ses choux-fleurs dès le lendemain matin aux portes du Marais, dans la ville de Saint-Omer. Avec ceci. Dans les allées du marché, de drôles de costumes verts attirent l'attention. Vous êtes mignonne à croquer. Vous avez le chapeau qui représente un chou-fleur, donc les feuilles vertes et la pomme blanche. La pomme bien blanche et bien serrée. Et le reste du costume est fait à l'image du chou-fleur, c'est-à-dire avec des parties blanches, des parties vertes. Voici la très sérieuse confrérie du chou-fleur. Ils sont les ambassadeurs du légume roi du Marais. Un beau petit chou-fleur de Saint-Omer. C'est évident qu'on ne se balade pas comme ça tous les jours. Hein. Au-delà du folklore, ils sont venus défendre un métier, le savoir-faire des maraîchers. À quoi on voit que le chou-fleur est de très bonne qualité? On le voit d'abord à l'aspect de la pomme. Quand on la prend, elle est très serrée, très ferme. C'est impossible de dissocier les bouquets. Vous avez une coupe des feuilles qui est très fraîche. C'est un très beau produit. Hein. Ces choux-fleurs de qualité font la renommée du Marais. L'UNESCO a labellisé ce territoire. Une reconnaissance pour cet espace qui reste encore aujourd'hui le seul marais habité et cultivé de France. Bonjour Audrey, ça va? Il y a de la poussière chez toi. Salut. Je crois que j'arrive pas au bon moment pour discuter là. Non, on discutera après. Très bien. Donc là, c'est du malt. Ouais. Et on va les concasser, c'est-à-dire réduire en petites parties pour libérer un peu l'amidon. D'accord. Ça fait partie de la matière première pour faire de la bière. Voilà. Hein? T'as fini? On va éteindre. Ça fait du bien quand ça s'arrête, Audrey. Hop.
là. Donc là, tu es en pleine fabrication d'une bière particulière? La bière de Noël. Ok, donc une bière un peu épicée, En j'imagine. vrai épicée, ouais. Donc là, ah bon, là, il n'y a que de l'eau, hein? Voilà, tout à fait, on n'a que de l'eau. Pour ensuite mettre nos graines et commencer l'étape, comme on dit, l'empâtage. D'accord. Hop là. C'est lourd. Tu pèses combien tes sacs? 25 kilos. Oh la vache. Punaise. Ça va aller ou tu veux que je donne un petit goût avant? Écoute, comment te dire? Je veux bien que tu commences en fait. Tu travailles vraiment toujours toute seule? Alors la plupart du temps, oui. À part quand je mets en bouteille, il y a ma petite maman qui me donne un petit coup de main. Ah, ta petite maman, c'est bien. Et donc, tu t'es vraiment passionnée pour le métier de brasseur? Voilà, tout à fait. Mais t'es une toute jeune femme, t'as quel âge? 27 ans. Ouais, ça c'est original, il doit pas y en avoir beaucoup des jeunes femmes de brasseuses de 27 ans. Alors maintenant, on est deux. Ok, d'accord. On démarre la filtration et puis on va goûter le petit jus sucré parce que pour l'instant, il n'y a pas d'alcool. L'alcool se fera pendant la fermentation. Voilà, on a le premier jus, si j'ose dire. Tu as déjà la couleur, un petit aperçu de la couleur. C'est très ambré. Hein. Moi, j'ai un peu l'impression de boire une tisane. Hein. En bouche, tu sens bien le sucre et le petit goût de caramel en arrière. Toi, t'es contente là pour l'instant? Tout va bien? Très contente. Je te laisse l'honneur d'houblonner et mettre les épices. Je vais houblonner. Parfait. Donc tu vas le laisser infuser. Donc voilà. Je le Donc plonge. ici, on va extraire toutes les arômes, que ce soit le houblon ou les épices, et on va laisser comme ça pendant 1h30. Je te propose, le temps de l'ébullition, de dédrécher cette cuve. Mais dédréchons alors. Et tu fais pas ça tous les jours, rassure-moi. 2 fois par semaine. Ah oui, quand même. Je veux bien que tu me rejoignes à la FIBA. C'est quoi ça? C'est-à-dire le Festival international de la bière artisanale. Eh ben c'est super ça. J'ai hâte d'y être parce que je crois que j'aurais bien mérité une petite bière fraîche. Bonjour messieurs, elle est bonne la bière? Très bonne. Dites-moi, c'est pas incompatible avec vos tenues de cycliste, là, avec le petit tour à vélo? Mais non, mais ça, on s'est déguisé pour venir ici. Hein. Ah, c'est ça, c'est un déguisement. Non, c'est un petit remontant. C'est ça pour affronter les monts de Flandre. C'est ça. Après. Là, je vois que vous êtes très bien équipés. Donc là, vous avez le petit verre accroché autour du cou. Ouais, mais c'est bon, ça se démonte. C'est les Saint-Bernard du Nord. Ah, c'est ça. Ça va, Audrey, tout se passe bien? Tout se passe bien. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez goûté la bière d'Audrey? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bien, elle est bonne, hein, elle est sympa. Un bon arôme. Ouais, elle est bien. Petite note sur 10. Ah oui, petite note sur 10. Voilà, comme ça, je dirais 7. C'est bien 7. Alors, madame? Ah oui, elle est très bonne. Elle est super. Une note sur 10, je mettrais un 8,5. De mieux en mieux, hein. 8,5 sur 10. Ouais, elle est super bonne celle-là. Oh, les gens ont l'air d'être contents. Ils sont contents, hein. Ouais. Toi aussi, non? Ouais. Ouais. Ça te fait progresser, toi, d'être dans un festival comme Parce que celui-là? je prends en compte en fait ce que les clients me disent, ce qu'ils cherchent et ce qu'ils veulent. Il y a une clientèle qui recherche beaucoup l'amertume, d'autres qui recherchent plus le doux, le fruité. Et celle qu'on a brassée, alors, c'était laquelle? Celle-ci. C'était celle-ci, hein. Je trouve qu'on a fait du beau boulot. Nous avions commencé ce voyage au bord de la mer du Nord. J'avais très envie de le terminer dans ce magnifique décor pour regarder la vue
une dernière fois et penser, pourquoi pas, à de nouvelles destinations. J'espère en tout cas que ces échappées belles dans les Flandres vous auront plu. Si vous avez envie d'aller visiter le jardin des Récollets, dites un petit bonjour de ma part à Manu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet endroit. Sinon, faites un petit détour à Furnes. Vous croiserez certainement la route du très sympathique Joris, le crieur de Furnes. Et sinon, vous viendrez peut-être vous balader ici sur ces jolies plages et vous pourrez admirer le travail de Neil qui pêche la crevette dans ces eaux froides de la mer du Nord avec son cheval. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Vous pourrez revivre cette aventure sur pleuz.fr et sinon nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt.